Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, ni John Fundi au chevet des blessés de guerre à Yaoundé. Eh bien, le chairman du Social Democratic Front a remis 2 bœufs et des denrées alimentaires à 150 soldats camerounais et tchadiens actuellement sous soins intensifs à l'hôpital militaire de Yaoundé. Et puis en justice, les avocats anglophones exigent et obtiennent du gouvernement camerounais l'usage de l'anglais comme langue exclusive dans les tribunaux du Nord-Ouest. Eh bien, cette exigence est la résultante du système juridique en vigueur au Cameroun où l'on a d'un côté la common law et de l'autre le droit civil. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces deux systèmes? Rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal. Et puis, suite des obsèques officielles de Françoise Foning avec la grande veillée prévue ce soir au stade de la réunification de Bepanda. Mais avant cela, nous allons vous faire revivre cet hommage grandiose qui lui a été rendu par ses conseillers dans la mairie où elle a été maire pendant plusieurs années. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Eh bien, nous annonçons que plus de 150 soldats, dont 43 tchadiens, sont sous soins intensifs à l'hôpital militaire de Yaoundé, bien que cloués sur leur lit. Eh bien, suite aux exactions causées par Boko Haram dans la partie septentrionale, eh bien, ils affichent un moral d'acier. Certains disent même être prêts à retourner au front après leur rétablissement. Nos reporters Joël Essengue et Yannick Mazoua étaient à leur chevet. Voici leur reportage. Blessés sur divers fronts de guerre, c'est sur le front de l'hôpital qu'ils livrent désormais le combat. Mais non plus contre la nébuleuse, mais contre la maladie. Ici à l'hôpital militaire, sont soignés des blessés de guerre. Les Tchadiens, il y a eu une première délégation de 62 qui sont déjà tous rentrés. Et en allant laisser cela, nous sommes rentrés avec 18 et 23 encore nous ont rejoints. Voilà, à l'heure actuelle, à l'hôpital militaire, nous avons 42 militaires tchadiens blessés. Et nous avons une centaine de Camerounais en rééducation. Parce que pour la plupart des Camerounais, ils sont hors de danger à l'heure actuelle. Donc au total, nous avons reçu plus de 500 blessés à l'hôpital militaire de Yaoundé. En un an, nous avons perdu 2. 2 pavillons de l'hôpital militaire leur sont consacrés. Et c'est avec courage et abnégation qu'ils reçoivent les soins, même si certains restent encore hantés par le souvenir de la défense de la mère patrie. En juillet 2014, à la brigade des Zina, j'étais de garde et ils sont arrivés à nuit, à une heure tardive, attaquer la brigade. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai quand même réussi à me défendre et nous sommes bien pris en charge, d'où on reçoit normalement mon traitement chaque jour, puisque j'ai reçu 2 opérations. Actuellement, j'attends la dernière partie des prothèses. Les bijoux de famille, non, ils n'ont pas de problème. Il a une fracture du bassin. On le recommande, il va aller dans un premier temps sur le repos couché. Deuxième temps, il va aller au bloc rencontrer un traumatologue. Les soldats tchadiens ne s'expriment pas en français. Si oui, très difficilement. Aussi allons-nous nous contenter de quelques mots avant d'être secourus par cette dame. Lamo Khalifa, c'est son nom. C'est une bénévole. Elle est aux côtés de ses frères tchadiens depuis bientôt 3 mois. Je suis d'origine tchadienne par alliance camerounaise. Je m'occupe de leur nourriture avec l'aide de quelques sœurs à moi. Nous sommes très très fiers d'eux. Nous leur disons aller de l'avant. J'ai abandonné ma famille, ma maison pour être auprès d'eux, qu'ils ne sachent pas qu'ils sont délaissés. Juste derrière moi, des vaillants soldats tchadiens qui de façon spontanée, sous la houlette du président Idriss Déby Itno, ont accepté d'aller au front pour soutenir l'armée camerounaise. Dans l'ensemble, les nouvelles sont plutôt rassurantes. D'ailleurs, certains soldats, dans un élan patriotique, ont hâte de se rétablir afin de retrouver le front. Étant touché, j'ai toujours envie de repartir pour me défendre parce que j'avais toujours la rage. Et le fait d'entendre qu'ils font toujours des actions sur le terrain et en touchant aussi nos collègues, amis,
d'abord notre devise qui est d'abord jalonnant, on est toujours prêt à repartir. Ces soldats, bien que blessés et bien qu'ayant mal dans leur chair et même dans leur peau, ont une pensée pour leurs camarades qui continuent le combat au front. D'ailleurs, certains parmi eux expriment le vœu d'y repartir dès qu'ils seront guéris. Ici, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Eh bien, nous restons à l'hôpital militaire de Yaoundé avec cette fois cet élan de cœur du chairman du Social Democratic Front qui a remis casse-bœufs et des denrées alimentaires à ses soldats. Ni John Fundi entend ainsi apporter son réconfort aux blessés de guerre qui ont failli payer de leur vie pour la défense de la patrie. On retrouve une fois de plus Joël Essengue et Marcelin Gansop. Il était déjà là, il y a un mois. Le chairman du SDF avait touché du doigt le quotidien de ces soldats qui ont accepté de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est la main sur le cœur que John Fundi est revenu à l'hôpital militaire de Yaoundé. Cette fois avec 2 bœufs et des denrées alimentaires, riz, sel, huile et bien d'autres. Pour le leader du Social Democratic Front, les énergies ne doivent pas être concentrées uniquement sur ceux qui sont au front. Les blessés de guerre ont également besoin de se sentir soutenus et la bonne alimentation participe de leur rétablissement. The sick man needs more attention. We have to encourage them to know that. Je ne pouvais pas rester insensible devant la souffrance de nos soldats. C'est pour ça que j'ai pris 2 de mes plus gros bœufs pour leur venir en aide afin qu'ils puissent se rétablir très rapidement. They were wounded because they were defending us. Cette marque d'attention et d'affection touche le cœur des bénéficiaires. Vous voyez, le geste de solidarité a sa valeur. Ça requinque. Ça montre un Cameroun rassemblé. Et ça va de soi que ça booste le moral de ceux qui sont couchés et de ceux qui sont au combat, qui savent que toutes les parties prenantes les regardent. Le don du SDF a ému le ministère de la Défense, représenté ici par le secrétaire d'État en charge des anciens combattants et victimes de guerre. Eh bien, c'est une initiative louable. La mobilisation qui se fait au niveau national affiche plusieurs formes. Et aujourd'hui, nous avons l'apport du SDF qui a ciblé les blessés admis ici à l'hôpital militaire de Yaoundé. Nous apprécions. La remise du don s'est achevée par une visite de réconfort aux blessés de guerre. Le chairman du SDF était entouré pour la circonstance de l'essentiel des sénateurs et députés du parti qui, comme on le sait, sont réunis en session ordinaire dans la capitale camerounaise. Eh bien, nous reparlons dans ce journal de la communication autour du président Paul Biya qui a été pris à dépourvu ces derniers jours, respectivement avec l'affaire du photomontage, mais également de ces articles parus dans le journal Le Monde. Eh bien, c'est une occasion qui nous est offerte pour s'intéresser sur ce qui se passe ailleurs en matière de communication autour des présidents de la République, mais également de la présidence de la République du Cameroun. C'est avec Guy Zogo et Innocent Abega. L'affaire du photomontage de l'image de Paul Biya sur le site de la présidence de la République et celle de l'article du journal Le Monde sur son état de santé ont jeté une lumière crue sur la communication présidentielle au Cameroun. On peut en effet se demander légitimement qui a le droit d'y faire quoi, la questionner dans son vécu et faire une comparaison avec ce qui s'est fait ailleurs pour envisager un meilleur usage de cet instrument au service du premier des Camerounais. De fait, c'est au cabinet civil de la présidence de la République qu'il incombe de gérer la communication présidentielle au Cameroun. Ces attributions sont fixées par le décret du 9 décembre 2011, précisément au paragraphe 2 et à l'article 45. En clair, dans les affaires du photomontage et de l'article du journal Le Monde, c'est le cabinet civil qui aurait dû monter au créneau. Il n'en a rien été, comme cela est de coutume, de sorte que c'est Issa Chiroma Bakari, sapeur-pompier attitré du gouvernement en tant que son porte-parole et non celui de Paul Biya, qui a été commis pour éteindre l'incendie. Au final,
Cette sortie a laissé planer l'idée d'un flottement dans la gestion de la communication présidentielle, le cabinet civil de la présidence étant resté aphone jusqu'au bout. Une attitude récurrente dont le manquement n'étonne plus le Camerounais lambda, contraint de se contenter des sorties minimalistes du cabinet civil de la présidence de la République, annonçant le départ de Paul Biya à l'extérieur et sa suite. Selon toute vraisemblance, même la publication d'un journal, le temps des réalisations et l'actualisation du site web, qui reste que discutable au regard de la dernière actualité, ne suffisent plus à redonner de l'éclat à cette communication. Pourtant, il est des exemples dont on peut s'inspirer. En Côte d'Ivoire, les faits et gestes officiels d'Alassane Dramane Ouattara font par exemple l'objet d'une communication précise et rigoureuse indiquant clairement les délais de ses voyages. Loin en tout cas de la formule énigmatique qu'on sert régulièrement aux Camerounais, court séjour privé. Plus loin, aux États-Unis, la Maison-Blanche abrite chaque vendredi une conférence de presse pour informer les journalistes, dont les fameux correspondants des journaux accrédités au siège de la présidence américaine. Ces modes de fonctionnement plus dynamiques pourraient servir de référents au cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, dont le formatage classique est de nature à susciter le doute et la suspicion de l'opinion vis-à-vis de Paul Biya et de ses actions. À l'évidence, quoi qu'on fasse, seule la transparence contribue à assurer la crédibilité de tout régime aux yeux des gouvernés. Paul Biya et les siens peuvent, s'ils le veulent, en faire leur leitmotiv. En justice, signalons cette information des avocats de la zone anglophone qui exigent et obtiennent du gouvernement que la langue l'anglais soit la langue exclusive que l'on utilise dans les tribunaux dans la région du nord-ouest Cameroun. Il faut dire que cela est dû à la particularité qui existe au niveau du système juridique au Cameroun, puisqu'il existe du côté anglophone la common law et du côté francophone le code civil. Qu'est-ce qui constitue la spécificité de ces deux systèmes? Tentative de réponse avec Séverin Tchouban et Serge Alain Outou. Depuis le départ des Allemands du Cameroun en 1916, deux systèmes juridiques sont appliqués. L'un, à savoir le droit civiliste ou codifié en vigueur dans la partie francophone, et l'autre, le common law, pratiqué dans les deux régions anglophones du Cameroun. Le common law renvoie à la loi faite par le juge, Maître Roland Abey, et avocat au barreau du Cameroun. C'est le système de droit anglais, droit qui provient des traditions. La plupart, c'est des usages et ce qui s'est passé dans les tribunaux, dans les cours, qui est répertorié et qui devient loi. D'une manière générale, le droit civil, c'est celui qui est hérité de ce qu'on appelle le droit romain, qui est appliqué dans les pays, d'une manière générale, francophone. Common law se différencie très nettement du système civiliste ou codifié de type romano-germanique, où les sources du droit proviennent majoritairement de la norme écrite et codifiée. Le common law, c'est ce système-là, ce système d'usage dans les tribunaux, ce système de jugement. On ne se base pas sur les codifications, sur les lois codées. C'est qui est un aspect purement typique de civil law, de droit civil, le code Napoléon, c'est ça en fait. Donc c'est cette petite différence, mais l'essentiel reste, la justice demeure la justice. L'exercice du droit dans les deux aires culturelles reste différent. Lorsque vous arrivez dans la zone, dans les tribunaux de la zone, des zones de common law, c'est pas la même manière d'exercice que nous avons. Vous voyez même que au niveau de costume, le costume est différent. Même au niveau des procédures, il y a une différence qui est assez importante. Quelques points de convergence sont à noter. Le droit restant unique, les pouvoirs publics camerounais font des efforts d'harmonisation. À travers notamment le code pénal qui a été unifié il y a quelques années, et tout récemment le code de procédure pénale, qui est devenu un code unifié, qui intègre en même temps les éléments du common law et les éléments hérités de la culture juridique française. Donc on a un code de procédure pénale qui est atypique, qu'on ne retrouve nulle part. Donc qui englobe les deux procédures, les deux systèmes juridiques, common law et droit civil. Le common law prévaut au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la plupart des pays du Commonwealth. Il concerne 30% de la population mondiale. Eh bien, il faut dire à la suite de Serge Alain Outou que c'est la première fois que les avocats s'élèvent ainsi
pour mettre sur la table de discussion ce type de revendication. Comment comprendre que l'on exige qu'une seule langue soit appliquée, soit exclusive dans les tribunaux dans un pays bilingue? Cela est-il anticonstitutionnel? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal avec justement un avocat au barreau du Cameroun. Mauvaise exécution des projets publics au Cameroun. Une organisation non gouvernementale tire la sonnette d'alarme à Yaoundé. Celle-ci entend ici mettre à la disposition de ceux qui ont la charge de procéder au suivi de l'exécution du budget d'investissement public plusieurs éléments leur permettant d'exercer valablement leur travail. C'est dans ce reportage que nous propose Yannick Bazoua du côté de Yaoundé. Nombreux sont les projets d'investissement public engagés et mal exécutés sur le papier, des projets mal effectués ou inachevés, mais pourtant réceptionnés, et ce, malgré la mise sur pied des mécanismes de suivi. Dans certaines localités du Cameroun, on déplore encore le fait que les projets sont abandonnés, les projets n'arrivent pas, mais c'est lié au fait que pendant la budgétisation, les équipes chargées de préparer le dossier technique ne vont pas souvent sur le terrain pour relever les difficultés réelles. Une situation d'autant plus sérieuse que les populations locales censées bénéficier de ces projets ignorent pour la plupart qu'ils existent. Dans un contexte où le taux de réalisation du budget d'investissement public est faible, la corruption enracinée et le processus de décentralisation grippé, le suivi indépendant et participatif du budget d'investissement public se révèle un mécanisme efficace stimulant la relation de redevabilité entre autorités et citoyens. C'est pour amener le citoyen au cœur du processus, qui s'intéresse. Parce que s'il ne s'intéresse pas, il ne peut pas demander les comptes. L'atelier régional de formation de suivi budgétaire organisé à Yaoundé a ainsi pour objectif de capitaliser les différentes approches et méthodologies mises en œuvre dans le suivi du budget d'investissement public, d'intensifier les facteurs de succès, relever les problèmes rencontrés et de proposer des pistes de solutions pour un meilleur suivi budgétaire citoyen au Cameroun. Promotion de la culture de l'EVEA dans le département de l'Océan, région du sud de Cameroun. Il faut signaler que 12 jeunes ingénieurs viennent d'être formés aux techniques culturelles de l'EVEA. Plus de précisions avec notre correspondant permanent à Kribi, Joseph Abenabena. Avec le vieillissement de l'EVEA, la production du caoutchouc baisse considérablement. Il faut donc renouveler la culture par les jeunes plants et étendre les plantations pour un rendement plus élevé. C'est à ce titre que les jeunes ingénieurs camerounais viennent d'être formés ici à Evekam. L'EVA est une culture très importante sur le marché international. Il y a un adage populaire qui dit sans EVA culture, zéro décollage d'avion. Vous voyez à quel point c'est important comme spéculation pour les cultures d'exportation. Donc, malgré le fait que sur le marché international actuellement, le caoutchouc bat un peu de l'aile, nous croyons à l'avenir de cette spéculation pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Le souci est de promouvoir l'emploi des jeunes et la culture de l'EVEA. Nous avons 12 Camerounais et 2 Chinois qui ont suivi la formation et ont rejoint le marché de l'emploi. Nous allons continuer des formations, cette fois-ci pour capaciter ceux qui sont déjà en activité, notamment les cadres, pour qu'ils excellent dans leur carrière. En remettant les parchemins aux lauréats, le prophète de l'océan a fustigé les ingénieurs à col blanc qui restent plus dans les bureaux que sur le terrain. Les ingénieurs devraient se retrouver sur le terrain pour mettre en pratique et contribuer à parfaire cette agriculture qui a besoin d'eux. Ces jeunes gens devront donc mettre au service des populations l'ensemble des savoirs et des savoir-faire acquis pendant 12 mois, car que le maçon soit jugé au pied du mur.
Les hommages se poursuivent pour Françoise Foning, à Douala 5e. Personnalités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses se sont rendues massivement ce jour à l'esplanade de la mairie de Douala 5e, une mairie qu'elle a eu à tenir les rênes pendant plusieurs années. Le compte rendu de Jean-Johnny Peck et Aïk Cyril. Une procession avec à sa tête les membres du conseil municipal de Douala 5e pour poser des gerbes de fleurs autour du cercueil. C'est le début de la cérémonie d'hommage à Françoise Foning à l'esplanade de la mairie de Douala 5e qu'elle dirigeait. Les personnalités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses de la capitale économique sont présentes à la cérémonie. Au sein de sa formation politique, le RDPC, les témoignages vont dans le sens de saluer la mémoire de la regrettée mère. J'ai reçu de ses conseils, j'ai discuté avec elle, il y a beaucoup de sujets qu'on abordait. Je sentais une hauteur dans ses analyses et surtout, n'est-ce pas, une fierté, n'est-ce pas, de notre parti, du président national, Paul Biya. Et surtout qu'elle a aimé, il faut le dire, non seulement elle a aimé son pays, elle a aimé son président, elle a aimé sa première dame, elle a aimé le Cameroun, elle a aimé l'image du Cameroun. On fournit une icône qui part aujourd'hui, et pour nous un mal franchement, nous sentons mal dans notre chair. Aujourd'hui, tout ce sentiment de fierté que nous avons, c'est qu'elle n'a pas laissé le pays orphelin, non, elle a laissé un pays debout, un pays capable d'affronter tous les défis nécessaires. C'est une très grande femme, sinon plus qu'un homme. Vous voyez qu'elle était présidente de section du RDPC, alors que la majorité des femmes sont présidents de l'EF. C'est une très grande femme. Elle a fait plus que ce qu'un homme même pouvait faire. Elle est au niveau international, au niveau national. Je ne crois pas. Il faudrait du temps pour avoir une femme comme elle. Mais la commune de Douala 5e a la particularité d'être composée du RDPC et des autres formations politiques, ce qui rend parfois les débats beaucoup plus animés. Nous avons travaillé ensemble dans le sens de garantie. C'est vrai que de temps en temps, pour des raisons idéologiques et sur des questions principielles, chaque parti politique de temps en temps devait rentrer dans sa chapelle pour faire valoir ses valeurs. Elle avait beaucoup de caractère. Donc ça veut dire que c'est des femmes qu'elle savait vraiment un peu d'amener les gens au niveau de conseil, à faire comprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de sentiments de famille dans la gestion du quotidien. Quand vous regardez vraiment, les gars sont là, vous constatez sur le terrain, les gars sont là. En attendant, des prières sont élevées au ciel, en même temps que des messages sont envoyés aux ancêtres pour saluer la mémoire de Françoise Foning. L'ex-mère ne faisait pas que de la politique, elle soutenait aussi les œuvres d'art. Elle me disait toujours de ne pas baisser les bras, d'être présente, et chaque fois qu'elle me voyait, elle était fière de me voir, elle était contente et elle le manifestait de la plus belle des manières. Alors, raison pour laquelle je me dois d'être présente, parce que j'ai perdu un membre de mon corps, c'est vrai. On va continuer à chanter pour elle, même dans l'au-delà, on va continuer à lui rendre hommage. Un concert géant avec la participation de nombreux artistes accompagne la cérémonie d'hommage à Françoise Foning à l'esplanade de la mairie de Douala 5e en attendant l'inhumation dans son village natal. Eh bien, l'hommage à Françoise Foning se poursuit en ce moment même du côté du stade de la réunification de Douala, où est donc prévue une veillée artistique. Dans le registre des faits de société, je vous propose à présent cette histoire de deux fillettes qui ont été interceptées dans un établissement hospitalier de la ville de Douala en possession d'une forte somme d'argent. Auditionnées à la brigade de gendarmerie de Mboupi, elles ont avoué, ce qu'elles vous le souhaitaient, tenter une aventure à l'extérieur. Histoire relatée ici par Souleymanou et Julingue. Yohan Djouavi et Aurélie Biloa, deux camarades de classe, partagent toutes deux le même rêve: aller conquérir l'Europe. Les deux filles, âgées de 11 ans, ont été interpellées dans leur folle aventure alors qu'elles s'apprêtaient à passer la nuit dans une chambre d'hôtel à Douala.
Elles avaient en leur possession des sacs et une importante somme d'argent, évaluée à 455 000 francs CFA. Des sous que Yohan Joavi aurait dérobés à sa sœur aînée. Est-ce que tu as déjà eu à dire à tes parents que tu voulais quitter la famille pour aller en France? Et tu as pris l'argent où? J'ai pris ça chez ma soeur. C'était combien environ l'argent que tu as pris à tes soeurs? Environ 700 000. Les deux aventurières seraient élèves au lycée du génie militaire à Douala. Yohan Joavi, de nationalité centrafricaine, présenté comme la tête pensante du duo. Elle aurait convaincu Aurélie en lui promettant qu'elle l'aiderait à retrouver son père. Mais comment tu peux décider d'aller en France, tu ne dis pas à ton oncle ni à sa femme? Parce que depuis les gens disaient que moi, je veux pas mon père. Chaque fois que je voulais payer, on était à l'école, comme ça, on dit qu'on va. Et l'école, on va faire comment on peut partir pendant les grandes vacances. Parce que moi, on ne pouvait pas laisser l'école comme ça. Je voulais continuer. Elle me posait, après l'accepter. Dans une lettre rédigée par Aurélie, la petite fait ses adieux à sa famille tout en dénonçant le mal-être dont elle dit être victime. Elle évoque, entre autres, « Je ne peux pas me laver dans la douche ou dans la baignoire. Je n'ai plus aucun droit dans la maison. Mes sœurs adorent me taper comme un animal. » La petite Aurélie aurait-elle choisi de quitter la maison pour fuir le mauvais traitement dont elle fait part dans sa missive? La question taraude les esprits. Les jeunes filles sont gardées à la gendarmerie de Mbopi pour besoin d'enquête. Signalons qu'il y a de cela quelques semaines, une quinzaine de jeunes habitants du quartier Newton Aéroport à Douala avaient entrepris la même initiative. Parmi eux, il y en a qui sont retournés chez eux. D'autres poursuivent leur aventure. Le rêve de l'Eldorado a le vent en poupe en milieu jeune. Partir à tout prix. La suite du journal, c'est avec cet éboulement de terre qui fait un mort à Bamenda, le chef de la région du Nord-Ouest. D'après les témoins, l'infortuné serait passé de vie à trépas au moment où il effectuait des travaux sur un chantier. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. Le récit des faits de Ginny Edmond et Viviane Kamoa. Stupeur et désolation chez les habitants du quartier Mekwebou à Bamenda. Louis K, 21 ans, vient de passer de vie à trépas à la suite d'un éboulement de terrain. Selon des témoins, la victime creusait à cet endroit précis lorsqu'est survenu le tram. J'étais à l'extérieur lorsque j'ai entendu un cri. J'ai accouru et là j'ai découvert un corps enseveli. Je l'ai enlevé et j'ai tout de suite appelé les voisins. Pour les parents, c'est un véritable coup de massue. La maman est sans voix. Le papa, quant à lui, essaye de faire bonne figure. J'étais à Bamenda lorsque ma soeur m'a appelé pour me dire que mon fils a eu un accident. J'ai essayé d'appeler mon fils, mais c'est quelqu'un d'autre qui a décroché le téléphone. Une fois les parents et les riverains alertés, les forces de l'ordre sont descendues sur le lieu et ont ouvert une enquête. La dépouille déposée à la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. Des informations au-delà de nos frontières à présent. Tout d'abord en Tunisie, où l'organisation de l'État islamique revendique l'attaque contre le musée du Bardo. Attaque qui a fait, selon un dernier bilan, 23 morts de groupes organisations de l'État islamique qui menacent la Tunisie de nouvelles attaques. Ce matin, un rassemblement a eu lieu sur le site de la fusillade. Les participants se sont recueillis dans une ambiance riche d'émotions. Rappelons que cette attaque est la première de cette ampleur à viser des civils dans la capitale Tunis. Enfin, au Nigeria, la secte islamiste attaque la ville de Gambourou. Selon des témoins, il y aurait au moins 11 morts. Boko Haram qui multiplie ainsi les attaques ces dernières semaines et plus particulièrement à l'approche du scrutin présidentiel du Nigeria qui doit avoir lieu en principe le 28 mars prochain. Et nous voici en sport. On s'intéresse au 12e tour cycliste international du Cameroun. Eh bien, ce jour, c'était donc une étape importante avec cette victoire du Français Vincent Graviche qui a donc remporté l'étape Douala-Limbé. L'arrivée, c'était à
précisément dans la ville de Douala, une arrivée qui a été